j'ai regardé ma femme, Élise, faire glisser une enveloppe sur la table pendant le dîner de Noël chez ses parents, et la façon dont elle m'a regardé m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur ce qu'il y avait à l'intérieur. Nous étions entourés par la famille, sa mère apportait la bûche de Noël, son père servait le vin, et Élise avait cette expression que je ne lui avais jamais vue. De l'anticipation pure, mêlée à quelque chose de plus sombre. Sa sœur était à côté de nous avec ses enfants, son frère se disputait avec sa femme pour une broutille, et toute la maison sentait le pain et la cannelle. Élise a poussé l'enveloppe vers moi avec 2 doigts, ses ongles rouges tapotant contre le papier, et elle a dit assez fort pour que tout le monde entende, « Ouvre-la. C'est ton vrai cadeau de Noël. » La façon dont elle a insisté sur le mot « vrai » a fait que les gens ont levé les yeux de leurs assiettes. Sa mère a pensé que c'était quelque chose de sentimental. Son père a levé son verre, s'attendant à une annonce de promotion ou peut-être d'un autre bébé. Je l'ai ouverte lentement, et la première chose que j'ai vue était l'entête d'un laboratoire d'analyse ADN. Mes mains sont devenues glaciales. Les résultats étaient là, en noir et blanc, clinique. Noah, mon fils de 4 ans, le petit qui venait de s'endormir à l'étage après avoir ouvert ses cadeaux. Le petit qui m'appelait « papa » et qui serrait ma jambe chaque fois que je passais la porte. Probabilité de paternité, 0%. Je l'ai lu 2 fois, car il devait sûrement y avoir une erreur, mais les chiffres ne changeaient pas 0,00%. Aucune marge d'erreur. Non, il n'était pas de moi. La table est devenue silencieuse. Sa mère fixait l'enveloppe dans mes mains. Sa sœur a arrêté de couper sa part de gâteau. Même les enfants semblaient sentir que quelque chose n'allait pas. Élise s'est adossée à sa chaise, a pris une gorgée de son vin et a commencé à parler avant que quiconque puisse dire un mot. Elle a raconté à toute la table qu'elle avait cessé de m'aimer il y a 2 ans. Elle l'a juste dit tout haut, avec un naturel déconcertant. Lucas, mon associé et soi-disant meilleur ami, lui donnait ce que je ne pouvais pas lui offrir. La stabilité, c'est comme ça qu'elle l'appelait. Une connexion émotionnelle. Le visage de sa mère est devenu blême. Son père a reposé son verre de vin si fort que j'ai cru qu'il allait se briser. Mais Élise a continué, et ce qu'elle a dit ensuite était si calculé que j'ai réalisé qu'elle planifiait cette exécution publique depuis longtemps. Elle avait attendu que ma start-up dans la tech décolle, attendu que j'investisse tout ce que j'avais pour construire quelque chose de valeur. Noah n'était pas un accident. C'était une assurance. Elle était tombée enceinte délibérément. Elle avait mis mon nom sur l'acte de naissance et avait attendu. Attendu pendant que je travaillais 80 heures par semaine, sacrifiant tout pour construire notre sécurité financière. Attendu jusqu'à ce que l'entreprise ait une valeur réelle. Et maintenant, elle demandait le divorce. Elle prendrait la moitié de tout ce que j'avais bâti, plus une pension alimentaire calculée sur mes nouveaux revenus, et partirait assurée pour le reste de sa vie. Elle avait même déjà ses avocats. Elle documentait tout depuis des mois, construisant un dossier prouvant que j'avais accepté ma responsabilité parentale, ce qui signifiait que les tribunaux se ficheraient de la biologie. Dans son esprit, j'étais piégé. La loi était de son côté. Elle avait déjà gagné. Sa mère s'est mise à pleurer. Son père regardait Élise comme s'il ne reconnaissait pas sa propre fille. Sa sœur a pris ses enfants et les a emmenés dans l'autre pièce. Mais Élise est restée assise là, attendant que je m'effondre, attendant que je la supplie, que je pleure ou que je fasse une scène qu'elle pourrait utiliser contre moi plus tard. Ce qui est étrange, c'est que je ne ressentais aucune colère. Juste cette certitude froide et claire de ce qui devait se passer ensuite. Parce que voici ce qu'Élise ne savait pas. Je savais tout cela depuis 6 mois. Chaque détail de son plan, chaque mouvement qu'elle pensait faire en secret. Et pendant qu'elle mettait en place sa phase finale, j'avais construit mon propre dossier. Brique par brique, document par document. Je l'ai regardée de l'autre côté de la table, cette femme que j'avais un jour aimée au point de lui promettre l'éternité, et je n'ai ressenti absolument rien. J'ai posé délicatement le test ADN, je l'ai lissé comme si ce n'était qu'un simple bout de papier, et je l'ai regardé droit dans les yeux. Vérifie tes emails. Pour la première fois de la soirée, sa confiance a vacillé, cette minuscule fissure dans son armure. Elle a sorti son téléphone avec un air confus, s'attendant probablement à un message désespéré qu'elle pourrait montrer à son avocat. Une diatribe colérique, une preuve que j'étais instable. J'ai observé son visage pendant qu'elle ouvrait ses emails. J'ai vu sa confiance se vider comme si on avait retiré un bouchon. J'ai vu ses yeux s'écarquiller alors qu'elle commençait à faire défiler l'écran.
La requête en divorce que mon avocat avait préparée, prête à être déposée à l'instant même où elle ferait son coup. La chronologie détaillée de sa liaison, preuve à l'appui. La reconnaissance de paternité frauduleuse. Les enregistrements que je collectais depuis des mois. Chaque conversation où elle avait mentionné son plan à Lucas. Chaque SMS qu'elle pensait avoir effacé. Chaque preuve que ce n'était pas un mariage qui s'effondrait. C'était une arnaque calculée depuis le début. Ses mains se sont mises à trembler. Le téléphone a failli lui glisser des doigts. Toute couleur a quitté son visage. Son père s'est penché pour voir ce qu'il y avait sur l'écran. Sa mère demandait ce qui se passait, mais Élise ne pouvait pas parler. Elle continuait simplement à faire défiler page après page de preuves, regardant tout son plan directeur s'effondrer en temps réel. Je me suis levé de table. Toute sa famille me fixait maintenant. Certains confus, d'autres commençant à comprendre. J'ai regardé Élise une dernière fois. Tout ce que tu viens de dire à tout le monde, je le sais depuis 6 mois. Chaque plan que tu as fait, chaque complot où tu pensais avoir 10 coups d'avance, j'en avais 20 sur toi. Et à la seconde où tu as annoncé ton intention de divorcer devant témoins, tu m'as donné exactement ce dont j'avais besoin pour arriver au tribunal avant toi. J'ai quitté cette maison, la laissant assise là, à la table de Noël de ses parents, entourée par la famille devant laquelle elle venait de s'humilier, fixant son téléphone pendant que son plan si soigneusement construit s'écroulait. Je suis monté dans ma voiture, j'ai conduit jusqu'à l'hôtel que j'avais déjà réservé et j'ai appelé Maître Dubois, mon avocat. Il attendait mon signal. En moins d'1 heure, il avait tout déposé par voie électronique. La requête, les preuves, la demande en référé pour la garde provisoire. Quand Élise se réveillerait le lendemain matin, la machine judiciaire serait déjà en marche. Parce qu'Élise avait fait une erreur de calcul critique, elle avait supposé que je serais trop anéanti pour penser clairement, trop brisé pour riposter, trop stupide pour voir ce qui se passait avant qu'il ne soit trop tard. Elle avait passé des années à me sous-estimer, à me traiter comme un simple portefeuille sur pattes. Et cette sous-estimation allait lui coûter tout. Tout a commencé 6 mois avant ce dîner de Noël. Et ça a commencé parce que Noah est tombé malade. Rien de grave, juste une mauvaise réaction allergique à l'école maternelle, mais assez sérieuse pour que son pédiatre veuille faire un bilan sanguin complet. Je l'ai emmené au rendez-vous car Élise prétendait avoir une réunion de travail, ce qui aurait dû être mon premier signal d'alarme. L'infirmière a fait la prise de sang. Noah a géré ça comme un champion, et je l'ai emmené manger une glace après. 2 jours plus tard, le cabinet du pédiatre a appelé et m'a demandé de venir discuter des résultats en personne, ce qui m'a noué l'estomac. Je suis arrivé en m'attendant à entendre parler d'une allergie grave, me préparant déjà mentalement à des plans de traitement. Le médecin a fermé la porte et avait une expression mal à l'aise. Elle a commencé par dire que Noah était en parfaite santé, pas d'allergie majeure, rien d'inquiétant. Mais ensuite, elle a fait une pause. Elle m'a dit que lorsqu'ils avaient fait le bilan sanguin, ils avaient noté le groupe sanguin de Noah, B positif. Et d'après leur dossier, j'étais de groupe O positif et Élise de groupe A positif. Elle a expliqué très doucement qu'il était génétiquement impossible pour 2 parents de groupe O et A d'avoir un enfant de groupe B. Elle a dit qu'il y avait parfois des erreurs dans les dossiers, mais qu'elle voulait attirer mon attention là-dessus. Je suis resté assis là, à digérer ce qu'elle venait de dire. Le médecin n'accusait personne. Elle soulignait simplement une impossibilité génétique et me laissait tirer mes propres conclusions. Je l'ai remerciée et je suis sorti vers ma voiture en pilote automatique. Je ne suis pas rentré chez moi. J'ai conduit directement à un laboratoire privé de l'autre côté de la ville, un qui proposait des tests ADN discrets pour des affaires juridiques. J'ai payé un supplément pour des résultats rapides. Ils ont dit 72 heures. Ces 3 jours ont été les plus longs de ma vie. Je vivais comme un automate à la maison, jouant avec Noah, dînant avec Élise, prétendant que tout était normal. L'email est arrivé à 2 heures du matin. J'ai attrapé mon téléphone et je suis allé dans la salle de bain pour lire les résultats. Probabilité de paternité, 0%. Je l'ai lu plusieurs fois, vérifiant chaque chiffre, cherchant le moindre signe que cela puisse être une erreur. Mais l'ADN ne ment pas, Noah n'était pas mon fils biologique. Je me suis assis sur le sol de cette salle de bain, essayant de comprendre quoi faire ensuite. Une partie de moi voulait réveiller Élise sur le champ et exiger des réponses. Mais une partie plus intelligente de moi m'a dit d'attendre, d'être stratégique, de découvrir exactement à quoi j'avais affaire avant de faire le moindre mouvement.
Je suis resté allongé le reste de la nuit à côté de ma femme et j'ai commencé à penser à toutes les petites choses que j'avais ignorées. La façon dont elle avait déconseillé les tests génétiques à la naissance. Les commentaires sur le fait que Noah ressemblait tellement à sa famille à elle. Comment elle m'avait poussé à travailler plus d'heures, à me concentrer sur l'entreprise, à lui laisser l'éducation des enfants. Comment elle avait insisté pour que nos finances restent majoritairement séparées. Comment elle m'avait demandé de signer des papiers pour mettre à jour la structure de notre entreprise. Des papiers que j'avais à peine regardés parce que je lui faisais confiance. Chaque signal d'alarme est soudain devenu aveuglant. Le lendemain matin, j'ai appelé Maître Dubois, le meilleur avocat en droit de la famille de la ville, un type réputé pour gérer des cas complexes impliquant des actifs professionnels et des litiges de garde. Je lui ai tout raconté. Il a écouté sans m'interrompre, et quand j'ai eu fini, il m'a dit que je devais agir avec une extrême prudence. Si Élise planifiait ce qu'il soupçonnait, elle construisait probablement son dossier depuis des mois. Le fait que j'ai agi comme le père de Noah pendant 4 ans signifiait que j'avais établi une paternité légale, indépendamment de la biologie. Si je la confrontais maintenant, je perdrais tout. Il m'a dit de tout documenter, mais sans rien faire d'illégal. Chaque reçu, chaque email, chaque interaction. Nous avons programmé des réunions hebdomadaires, et il a commencé à construire un contre-dossier. J'ai commencé à tenir des registres détaillés, chaque dépense que je couvrais pour Noah, chaque fois que j'allais le chercher à la maternelle, chaque rendez-vous chez le médecin. J'ai sauvegardé tous nos relevés financiers communs. Pendant 6 mois, j'ai joué au mari ignorant tout en rassemblant des preuves. Et Élise n'avait aucune idée. Environ 2 mois plus tard, quelque chose d'inattendu s'est produit. Camille, la sœur cadette d'Élise, m'a appelé, en pleurs, à peine cohérente. Nous nous sommes rencontrés dans un café, et elle m'a dit qu'elle avait accidentellement vu des SMS sur le téléphone d'Élise. Elle en était malade, mais pensait que je méritais de savoir. Camille avait toujours été la bonne personne dans cette famille. Elle m'a montré des captures d'écran, des messages entre Élise et Lucas remontant à des années. Ils avaient une liaison depuis avant la naissance de Noah. Les messages étaient explicites sur le fait que Lucas était le père biologique de Noah. Mais le contenu vraiment accablant est venu plus tard. Des messages où Élise exposait toute sa stratégie. Comment elle attendait que ma start-up atteigne certains objectifs de revenus. Comment elle avait fait des recherches sur ce à quoi elle aurait droit dans un divorce. Comment Noah était son levier, car les tribunaux favorisent généralement les mères. Comment elle prévoyait de maximiser la pension alimentaire pendant qu'elle et Lucas vivraient confortablement de mon argent. Elle avait même un calendrier, janvier, juste après les fêtes, lorsque l'entreprise serait évaluée à son apogée. Tout était calculé. Camille m'a donné des dates et des conversations qu'elle avait surprises. Elle est devenue mon alliée secrète. Quand Élise avait besoin de quelqu'un pour garder Noah, Camille se portait volontaire et documentait discrètement les choses. Les conversations téléphoniques d'Élise quand elle pensait que personne n'écoutait. Les fois où Lucas passait à la maison. Tout ce dont Camille était témoin, elle le rapportait à Maître Dubois. Le pire, c'était de regarder Élise avec Noah pendant ces 6 mois. C'était une bonne mère. Elle l'aimait, prenait soin de lui. Mais je savais aussi, grâce à ses messages, qu'elle le voyait comme un actif. Elle a dit à Lucas qu'avoir un enfant avec mon nom sur l'acte de naissance était le mouvement stratégique le plus intelligent qu'elle ait jamais fait. C'est là que j'ai réalisé que je ne me battais pas seulement pour mon argent ou mon entreprise. Je me battais pour Noah, parce que j'étais le seul père que ce gamin ait jamais connu. J'avais été là pour ses premiers pas, ses premiers mots, chaque cauchemar et chaque triomphe. Et je n'allais pas laisser Élise l'utiliser comme une monnaie d'échange. En décembre, Maître Dubois et moi avions tout. 6 mois de documentation, les captures d'écran de Camille prouvant la liaison et la conspiration, des relevés financiers montrant qu'Élise transférait de l'argent sur un compte séparé, la preuve qu'elle avait consulté des avocats spécialisés en divorce des mois plus tôt, des journaux détaillés de mon implication dans la vie de Noah, et Camille prête à témoigner. Maître Dubois m'a dit que nous avions l'un des dossiers les plus solides qu'il ait jamais vus, mais nous devions attendre qu'Élise fasse le premier pas. Nous avions besoin qu'elle annonce son intention pour nous donner le fondement juridique pour déposer une requête immédiatement et de manière agressive. Nous avons tout préparé. La requête était rédigée. Les preuves étaient compilées. La demande de garde était prête. Tout ce dont nous avions besoin, c'était qu'Élise abatte ses cartes. Et puis, elle m'a tendu cette enveloppe au dîner de Noël. Elle avait fait son coup. Elle avait annoncé son intention de divorcer devant plusieurs témoins. Elle avait révélé tout son plan,
pensant que je n'avais aucun moyen de riposter. Cette nuit-là, à l'hôtel, j'ai donné le feu vert à Maître Dubois. Il a tout déposé par voie électronique en moins d'1 heure. La requête en divorce pour faute et fraude, toutes nos preuves, une demande en référé pour la garde provisoire. Le matin, tout ce que nous avions passé 6 mois à préparer était officiellement dans le système judiciaire. Et Élise était sur le point de découvrir que sous-estimer quelqu'un ne vous rend pas seulement vulnérable, cela vous laisse complètement sans défense. L'audience pour la garde provisoire a été fixée 2 semaines après le Nouvel An, et Élise s'est présentée avec l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Son avocat était un de ces types qui facturent 500 € de l'heure pour avoir l'air intimidant, mais j'ai pu voir l'inquiétude sur son visage dès que Maître Dubois a commencé à présenter notre dossier. La juge aux affaires familiales était une femme nommée Fournier, et elle avait la réputation d'avoir une tolérance zéro pour la manipulation parentale. Maître Dubois avait spécifiquement demandé sa salle d'audience. Elle était assise là, ses lunettes de lecture sur le nez, parcourant nos documents, et son expression s'assombrissait à chaque page. L'avocat d'Élise a essayé de commencer avec l'approche standard, parlant des liens maternels, des routines établies et de la perturbation que représenterait pour Noah un changement de cadre de vie. La juge Fournier a levé une main et l'a interrompu. Elle lui a demandé s'il avait réellement examiné toutes les preuves. L'avocat a balbutié une réponse sur le besoin de plus de temps, et l'expression de la juge a clairement montré ce qu'elle en pensait. Puis Maître Dubois s'est levé et a exposé notre cas au tribunal. Il a commencé par le test sanguin qui avait déclenché mes inquiétudes. Puis les résultats ADN prouvant que Noah n'était pas biologiquement le mien. Il a montré la chronologie de la liaison, documentée par le témoignage de Camille et des preuves remontant à 5 ans. Mais le matériel vraiment accablant est venu ensuite. Il a présenté des messages où Élise discutait explicitement d'utiliser Noah comme levier, où elle calculait la pension alimentaire en fonction de mes revenus prévisionnels, où elle disait à Lucas que sa grossesse était une décision financière stratégique lui garantissant un gain, quelle que soit l'issue du mariage. La juge a demandé à voir ces messages sur l'écran de la salle d'audience. Maître Dubois les a projetés et j'ai regardé Élise s'enfoncer de plus en plus dans sa chaise à chaque message. Il y a eu un message qui a poussé la juge Fournier à retirer ses lunettes et à fixer directement Élise. Datant de 8 mois auparavant, où Élise disait à Lucas qu'elle prévoyait de révéler la véritable paternité de Noah quand il serait plus grand, en choisissant le moment pour me causer un maximum de dommages émotionnels pendant la procédure de divorce. Elle discutait d'utiliser un enfant de 4 ans comme une arme psychologique. La juge a demandé à l'avocat d'Élise si sa cliente avait une explication. Il a demandé une suspension de séance. La juge l'a refusé et a dit qu'elle voulait entendre l'explication d'Élise immédiatement. Élise a tenté de prétendre que les messages étaient sortis de leur contexte, qu'elle se défoulait, qu'elle n'avait jamais vraiment eu l'intention de faire tout ça, mais Maître Dubois avait documenté un schéma clair s'étalant sur des mois. Il n'y avait aucun moyen de le reformuler. Puis Camille a été appelée à la barre. Elle a témoigné sur les conversations qu'elle avait surprises, sur les fois où elle avait vu Lucas à la maison, sur le fait qu'Élise lui avait explicitement dit qu'elle attendait que mon entreprise atteigne certains objectifs de revenus avant de déposer sa demande. Camille était émue pendant la majeure partie de son témoignage, s'excusant même directement auprès de moi à un moment donné. La juge a demandé à Camille si elle croyait que les actions d'Élise étaient dans le meilleur intérêt de Noah. Camille a regardé sa sœur et a dit non. Elle a dit qu'Élise traitait Noah comme un actif financier et que d'être témoin de cela avait été dévastateur. L'avocat d'Élise a tenté de discréditer Camille, suggérant qu'elle était partiale ou avait une rancune. Mais Camille avait des captures d'écran, des dates précises, des récits détaillés qui corroboraient tout ce que Maître Dubois avait présenté. Il n'y avait aucun doute qu'elle disait la vérité. La juge a pris une pause de 30 minutes et quand elle est revenue, sa décision se lisait sur son visage. Elle a commencé par dire que c'était l'un des cas de fraude à la paternité les plus calculés qu'elle ait rencontrés en 20 ans de carrière. Elle a dit qu'Élise m'avait délibérément trompé, délibérément utilisé un enfant comme un instrument financier, et avait démontré un schéma de comportement qui soulevait de sérieuses inquiétudes quant à son jugement en tant que parent. La décision a été sans appel. J'ai obtenu la garde exclusive provisoire de Noah, en attendant une audience complète dans 3 mois. Élise a obtenu un droit de visite médiatisé, quelques heures par semaine dans un point rencontre familiale, en présence d'un travailleur social. Il lui était interdit de discuter de la paternité de Noah avec lui sans l'accord préalable du tribunal. Elle était contrainte de suivre une thérapie psychologique obligatoire. Et si elle enfreignait un quelconque aspect de l'ordonnance, son droit de visite serait entièrement suspendu. Sur le plan financier,
comme je pouvais démontrer que le mariage avait été fondé sur une tromperie, la juge a statué que les règles classiques de la communauté de biens ne s'appliqueraient pas. Élise recevrait une prestation compensatoire minimale, mais rien de comparable à ce qu'elle avait prévu. Aucune pension alimentaire pour elle. Puisque j'avais la garde principale, je n'aurais pas à payer de pension alimentaire pour Noah. Quant à Lucas, il serait contraint de se soumettre à un test de paternité ordonné par le tribunal, ce qui l'établirait comme le père biologique et le rendrait financièrement responsable. Tout ce qu'Élise avait planifié pendant des années s'est effondré en une seule audience de 3 heures. Elle a tenté de m'approcher après la décision, le mascara coulant sur son visage, disant qu'elle était désolée, demandant si nous pouvions trouver un arrangement pour le bien de Noah. Je l'ai regardé de la même manière que je l'avais regardé à ce dîner de Noël, avec un détachement émotionnel complet. J'ai quitté le palais de justice et j'ai conduit directement pour aller chercher Noah chez Camille. Quand je suis entré, Noah a couru vers moi comme il le faisait toujours, les bras tendus, criant « Papa ». Je l'ai pris dans mes bras et je l'ai serré fort contre moi, et Camille avait les larmes aux yeux. Elle m'a dit que j'étais un bon père et que Noah avait de la chance de m'avoir. Au cours des mois suivants, la vie a progressivement repris quelque chose qui ressemblait à la normale. Noah s'est adapté mieux que je ne l'avais prévu. Il posait des questions sur sa mère de temps en temps, et j'ai gardé mes réponses simples et adaptées à son âge. Je n'ai jamais parlé négativement d'Élise devant lui. Je n'ai jamais tenté de le monter contre elle. Ce n'était pas le but. L'audience de garde définitive, 3 mois plus tard, a été presque une formalité. Avec tout ce qui était déjà établi et Élise ayant violé les restrictions de communication à 2 reprises lors des visites supervisées, la juge a rendu l'arrangement permanent. J'avais la garde exclusive, légale et physique. Le droit de visite d'Élise restait supervisé et limité. 6 mois après la finalisation du divorce, j'ai recommencé à faire des rencontres. Rien de sérieux au début, juste des cafés et des dîners sans prétention. Puis j'ai rencontré quelqu'un qui appréciait réellement l'honnêteté dans une relation. Quelqu'un qui a rencontré Noah et a vu un enfant, pas une opportunité financière. Quelqu'un qui a compris ce que j'avais traversé et n'a jamais suggéré une seule fois que j'avais été stupide de ne pas avoir vu le complot d'Élise plus tôt. Nous avons avancé lentement, mais c'était authentique d'une manière que mon mariage ne l'avait jamais été. Environ 1 an après que tout soit terminé, j'ai croisé Élise dans un supermarché. Elle avait l'air épuisée, plus âgée, comme si le poids de ses actions s'était finalement abattu sur elle. Elle a tenté d'engager la conversation, m'a demandé comment allait Noah, a mentionné qu'elle déménageait dans une autre région pour prendre un nouveau départ. J'ai gardé mes réponses brèves. Avant de partir, elle a dit qu'elle était désolée, sincèrement désolée, qu'elle avait tout détruit et qu'elle aimerait pouvoir revenir en arrière et faire des choix différents. Je crois qu'elle était sincère. Mais j'ai aussi compris que les excuses n'annulent pas des années de tromperie calculée. Désolée ne rend pas le temps qu'elle a volé. Désolée n'efface pas le fait qu'elle était prête à me détruire pour son gain personnel. Je lui ai dit que j'espérais qu'elle trouverait ce qu'elle cherchait. Et je le pensais sincèrement. Non pas parce que je lui avais pardonné, mais parce que, honnêtement, ce qui lui arrivait ne m'importait plus. Elle ne faisait plus partie de ma vie. Elle était juste quelqu'un que j'avais connu. Ce soir-là, j'ai couché Noah comme d'habitude. Il m'a demandé de lui lire son livre préféré, celui de l'ours qui part à l'aventure. À mi-chemin, il s'est endormi, sa main tenant la mienne. Je suis resté assis là, le regardant respirer paisiblement, pensant à quel point j'étais passé près de le perdre. Et j'ai réalisé qu'Élise avait eu raison sur une chose, Noah était la chose la plus importante dans ma vie. Elle s'était juste complètement trompée sur jusqu'où j'irais pour le protéger.